L'accident survenu sur le pont Seydi Mariam Niasse ne laisse pas indifférents les Jakartaman. Mam Ansoussar, motocycliste et mécanicien, affirme que les chauffeurs de bus Tata les fatiguent au quotidien. Toutefois, il déplore l'incendie d'un bus par des Jakartamen après l'accident. Il faut parler aux chauffeurs de bus. Ils détestent les Jakartamen. Personnellement, j'ai peur d'eux. Ils ne nous supportent pas. Mais ce que les motocyclistes ont fait hier, c'est excessif. De son côté, Ousmane, receveur de bus, estime que sur la route, aussi bien les chauffeurs de Tata que les Jakartamen commettent des erreurs. Il appelle cependant les deux camps à plus de tolérance. On voit un Jakartaman vouloir dépasser de force un bus qui s'apprête à tourner à droite. S'il le rattrape, il frappe le bus. De notre côté aussi, il nous arrive de nous garer au milieu de la route. Mais même si un chauffeur t'offense, tu n'as pas le droit de brûler son bus. Même son de cloche chez Gili Diaw, chauffeur de bus sur la ligne 83. Pour lui, Jakartamen et chauffeurs de bus sont avant tout des frères et doivent apprendre à cohabiter pacifiquement. Je déplore cette situation. Nous sommes tous de la même famille. Les Jakartamen sont nos frères. Aujourd'hui, chauffeurs de Tata, demain conducteurs de moto et vice-versa. C'est pourquoi nous devons rester unis. L'accident survenu ce vendredi, au cours duquel un bus a mortellement percuté un motocycliste, suscite de vives réactions des deux camps. Si tous déplorent ce drame, certains appellent à plus de tolérance, tandis que d'autres demandent au bus de cesser de harceler les motocyclistes. Les véhicules automobiles contre les Jakarta contre automobiles. Là, il y a 2453 dans les interventions dans lesquelles nous avons eu 2849 personnes qui ont été sauvées et 65 décès. Donc 65 cyclomotoristes décédés. Parce qu'il y a eu un choc avec les véhicules. Ça veut dire quoi? Que le code de la route n'a pas été respecté. Il y a eu des excès de vitesse, il y a eu des comportements anormaux et des situations dans lesquelles il n'y a pas eu de tolérance. Au-delà de ça aussi, on a le dérapage suivi de heures. Là, on a eu 148 sorties dans lesquelles il y a eu 7 décédés. C'est des vitesses excessives. Soit des vitesses excessives ou bien des pertes des défauts de maîtrise ou des pertes de contrôle ou des médicaments dans lesquels on fait leurs effets et des pertes de connaissance. Alors, il y a aussi, concernant les cyclomotoristes qui sont tombés, c'est là soit ils n'ont pas le permis, ou bien ils n'ont jamais appris à conduire. De toutes les façons, ici, au Sénégal, en dehors des motards, il n'y a pas un endroit où les gens apprennent à conduire. Officiellement. Donc, on a ses sous, on va acheter une moto, on commence à faire du commerce parce que c'est ouvert. Et cela, on l'a constaté, il y a eu 1340 sorties dans lesquelles il y a eu 1622 personnes qui ont été sauvées, donc blessures, fractures et autres. Par contre, il y a eu 28 décès. Ce n'est pas le gouvernement du président Bassirou Diomaye, ce n'est pas le gouvernement d'Ousmane Sonko, c'est le gouvernement du Sénégal qui doit poser des actes, engager des actions au nom et pour le compte du peuple et dans le cadre de l'intérêt général. Mais ce qui est fait ici, c'est pour gérer un intérêt particulier, un intérêt personnel. Mieux, ce rapport est faux. Les constatations qui sont dans ce rapport sont fausses. Parce qu'on prête à Mamba Igna d'avoir signé ou en tout cas donné un ordre de service pour un contrat qui n'était pas encore signé. Ce qui est faux. On a les documents qui ont été déposés au niveau de la Cour suprême ce matin pour montrer que ce qui est raconté dans ce pré-rapport administratif est totalement faux et aberrant. Totalement. Donc, or, pour faire la procédure de révision, il faut au moins 2 conditions. Pour ce qui le concerne, il faut que la pièce qui est invoquée soit inconnue, je précise inconnue, au moment des débats qui ont abouti au jugement qui a été rendu. Ça veut dire au moins que cette pièce-là devait préexister au débat. Maintenant, on peut l'ignorer, mais en tout cas, la pièce était là. Au moment où on tranchait, on l'a ignorée, mais la pièce était là. C'est ça, inconnu. Mais on n'a pas dit une pièce inexistante. On n'a pas dit une pièce nouvelle. Parce qu'il y a une différence entre une pièce nouvelle et une pièce inconnue. Une pièce inconnue, c'est une pièce qui était là, quelque part, mais que finalement, on a découvert
et qui peut aider à éclaircir des débats judiciaires et juridiques. L'autre point sur lequel je vais terminer, c'est que, très honnêtement, il faudrait que, de manière beaucoup plus structurée et sérieuse, que la justice, qui est rendue au nom du peuple sénégalais, cette administration, dernier rempart, n'accepte pas de se faire manipuler pour servir une cause personnelle, de se faire humilier, piétiner, parce que simplement il y a le prince qui veut quelque chose. Il ne faut pas l'accepter. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'en tout cas au niveau administratif, tout a été fait pour concourir à l'ouverture d'un procès. Oui, moi je pense que cette démarche de l'Union des magistrats du Sénégal, une démarche consistant aujourd'hui à rencontrer le Premier ministre Ousmane Sonko à la suite de ses sorties publiques, parfois mettant en cause certains magistrats sénégalais, moi je pense que cette rencontre aujourd'hui n'honore pas la magistrature sénégalaise. Et cette rencontre donne l'impression que l'organisation, c'est-à-dire l'Union des magistrats du Sénégal, s'éloigne même de sa mission première qui doit rester la défense des intérêts moraux et de la dignité du corps judiciaire. Moi, je pense que cette démarche de l'Union des magistrats du Sénégal pose problème. Pose problème parce que les propos de M. Ousmane Sonko, le Premier ministre, tenus à l'endroit de certains magistrats, de par leur gravité et leur caractère attentatoire à l'honneur de certains magistrats, moi je pense que ces propos auraient dû appeler de la part de l'Union des magistrats du Sénégal une réaction avec fermeté de principe de protectrice de l'institution judiciaire plutôt que d'entamer une démarche perçue comme conciliatrice et qui donne l'impression qu'on a un pouvoir judiciaire qui est très proche de l'exécutif. Les élections du 24 mars ont eu lieu et que c'est le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui a été élu président de la République. La même l'armée sénégalaise a défilé le 4 mars 2025, mais cette fois-ci, le président Macky Sall, anticipant, avait pris la décision historique le 3 juillet 2023 pour dire qu'il n'allait pas briguer pour notre mandat. Alors qu'il avait la possibilité, il avait le droit constitutionnel. Il ne l'a pas fait. Et dans cette élection ouverte, il n'y avait pas un président en exercice qui mettait son pouvoir en jeu. Et lui aussi, il porta ainsi à un autre niveau, à un autre palier, la démocratie sénégalaise en prenant d'autres décisions, notamment la décision consistante, et qu'on oublie souvent et qu'on ne sait pas, peut-être, celle qui a permis par le décret 2024 830 portant abrogation du décret 2023 1407 du 31 juillet 2023 qui avait dissous le PASTEF, rendant le PASTEF dans la légalité, qui a permis une campagne victorieuse qui leur a permis d'avoir une majorité écrasante à l'Assemblée. C'est d'autres paliers pour laisser un pays en paix. Mais une société civile aussi, qui est extraordinaire. Avant elle, une administration imaginée entre le 24 mars 2025 et le 2 avril. Tout a été organisé quand il faut aux États-Unis, après une élection le 4 novembre, attendre le 20 pour qu'il y ait la transmission du pouvoir. À moins de 10 jours, la transmission du pouvoir a eu lieu le 2 avril. Le pouvoir a été transmis au nouveau pouvoir. Et ainsi, en moins de 10 jours, moi-même, j'ai eu à faire la première passation de pouvoir avec le Premier ministre Ousmane Sonko. Cette page a été tournée parce qu'il y avait une volonté que tout se passât bien, que tous les ministres, que tout le gouvernement, que je présidais à l'époque, puissent ainsi rendre possible la transmission de la République. À Nioro du Rip, le nouveau centre de formation de la BNSP s'étend sur 10 hectares. C'est plus qu'une simple infrastructure, c'est un véritable levier pour la sécurité publique. Un centre ultra moderne, doté de moyens performants qui permettent à nos hommes et femmes, sapeurs,
de pouvoir satisfaire à leurs tâches et d'apporter leur concours aux populations. Cela montre que, en tout cas du point de vue sécuritaire, du point de vue de la prise en charge de la sécurité publique et des secours aux populations, que les choses marchent, en tout cas malgré la modestie des moyens qui sont mis à notre disposition. Pour le ministre de l'Intérieur, ce centre est la traduction concrète de la vision du chef de l'État pour une souveraineté en matière de sécurité civile. L'idée est de former plus, former mieux et surtout former sur place. Parce que la formation ici n'est pas seulement théorique. Vous avez vu les moyens qui sont de l'autre côté et ça permet d'intégrer une formation, une touche pratique à la formation et de permettre à nos hommes d'être directement opérationnels dès la sortie de l'école. Sur place, le maire de Dabali a tenu à exprimer sa grande satisfaction pour l'édile. Cette infrastructure de 10 hectares est une bouffée d'oxygène pour le département. Mais il ne compte pas s'arrêter là. Le maire a officiellement promis que sa commune et les collectivités locales resteraient aux côtés de l'État pour faciliter l'implantation d'autres infrastructures militaires et paramilitaires. Dabali ambitionne de devenir un modèle territorial à travers la création de la zone intégrée de défense et de sécurité de Dabali, regroupant les sapeurs-pompiers, la police nationale, la gendarmerie et la douane. Ce complexe dispose de capacités d'accueil impressionnantes, plus de 300 places d'hébergement, des salles de cours modernes et des aires de manœuvre pour des exercices en conditions réelles. Nous avons vraiment travaillé sur le thème de la solidarité et on sait que dans la vie, rien ne peut se faire sans une solidarité large. Et ça, c'est un appel que le Khalife a lancé à l'endroit des populations, à l'endroit des autorités, à l'endroit même des autorités qui nous gouvernent. Parce que dans le pays aussi, il faut que cette solidarité agissante existe pour que les riches puissent aider les pauvres et ça permettra vraiment d'asseoir une société assez équilibrée. Et vraiment, le Khalife a fait un appel criard pour que donc, les populations s'organisent, se solidarisent pour vraiment, ensemble, relever les défis du développement et les défis du progrès. Le message, c'est de faire un retour aux valeurs cardinales. Parce qu'il y a des pertes de repères. Parce que les jeunes actuellement, il y a une éducation. L'éducation de base se fait dans la famille. C'est la première cellule de base de la société. Si au niveau de cette famille, il y a une bonne éducation, donc ça va s'étendre sur toute la communauté. Les réseaux sociaux, sur l'Internet, au lieu de passer leur temps à rectifier les erreurs que font les enfants, toujours les problèmes resteront. Et que bonjour les dégâts. Je crois que l'essentiel c'est de revenir aux fondamentaux de l'éducation. Le projet, c'est la concrétisation aussi d'une stratégie dans laquelle nous sommes engagés aujourd'hui résolument de développement de nos activités sur le continent africain. Donc nous sommes ici présents depuis 9 ans. Il était temps effectivement de continuer à développer les activités commerciales. Donc nous avons travaillé avec vraiment un excellent niveau de coopération avec les autorités ici présentes sur l'aéroport et notamment les gestionnaires, la société LAS, pour trouver donc l'espace qui permet de développer cette offre commerciale qu'on vous a présentée aujourd'hui, qui est une offre commerciale de qualité et qui contribue à augmenter l'expérience des passagers de façon très positive. On a une belle ambition et la plateforme de Dakar constitue pour nous effectivement quelque part un pilier qui est très important et qui montre le niveau de qualité et d'exécution que nous souhaitons et dans lequel on est extrêmement exigeant pour que l'expérience ici sur le continent et notamment à Dakar soit la meilleure et qu'elle soit tout à fait au niveau des grands aéroports internationaux. C'est notre volonté, c'est notre ambition et c'est ce que nous pensons avoir exécuté ici à Dakar.